La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Rares sont ceux qui croient encore à la mondialisation heureuse. De l'immigration massive au capitalisme global, en passant par la peur suscitée par l'islam radical, on semble de nouveau vivre sous le signe du tragique du conflit. D'ailleurs, un peu partout, on se révolte contre la mondialisation, en votant pour ceux qui, de belle ou moins belle manière, plaident pour le retour aux frontières ou la renaissance des identités nationales, quelquefois dans un langage confus, quelquefois dans un langage agressif. Qu'on pense à la victoire du Brexit, ou à celle de Donald Trump, ou encore à la poussée des mouvements populistes en Europe, mais aussi au simple surgissement de la question identitaire un peu partout en Occident, c'est une vaste insurrection qui semble prendre forme. Mais qu'est-ce qui alimente ces révoltes, dis-je? Comment les expliquer? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Simon-Pierre Savard-Tremblay, auteur de l'État succursale. Bonjour. Bonjour. Et Martin Lemay, essayiste et auteur en début d'année de À la défense de Duplessis. Bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, j'ai évoqué deux événements qui sont tout récents en un sens, mois de juin et mois de novembre. Brexit et Trump. Alors, je vous pose d'abord avant tout la question, comment interprétez-vous ces événements? Comment les pensez-vous? Quelle est la signification de ces événements? Simon-Pierre Savard-Tremblay d'abord. Ben écoutez, on pourrait même aussi ajouter au portrait la Grèce. La Grèce à l'été 2015. C'est aussi un événement très, très récent autour de ça. Comment interpréter ça? Je pense que c'est évident, vous l'avez dit. Il y a une révolte dans la mondialisation. Les peuples sont en colère. Puis, ce qui est intéressant, remarquer aussi l'écart entre les prévisions officielles, entre les analyses officielles et les résultats le jour du vote. Par exemple, nous avions des panels analytiques le jour de l'élection américaine qui nous disaient, parce que aussi la mondialisation, c'est avant tout une vaste supercherie statistique à bien des égards. Donc, par exemple, vous aviez ces analystes-là qui nous vantaient le merveilleux taux de chômage qui est extrêmement faible aux États-Unis, pour ne donner que cet exemple. Mais c'était trompeur, parce que 5% de sondage de chômage, pardon. Quand on parle de chômage, ça veut dire rechercher un emploi et ne pas en avoir. Donc, à partir du moment où vous renoncez à en chercher un, vous êtes un sans-emploi, vous n'êtes plus un chômeur. Donc, il y a aujourd'hui plus de gens qui sont sans emploi aux États-Unis qu'il y en avait au début de la crise de 2008, mais on nous martelait 5% de sondage pour nous laisser croire le contraire. Donc ça, des exemples comme ça de manipulation statistique, il y en a partout, parce que la mondialisation, c'est l'essor d'une prétendue industrie de l'évaluation qui, dans les faits, cherche à mettre les uns et les autres en concurrence pour finalement donner des résultats complètement contraires à ce qui est prétendu. Simon-Pierre Savard-Tremblay, je vous relance néanmoins sur les deux événements en tant que tels. Je vais parler un peu des États-Unis, mais... Oui, mais vous ne vous sauverez pas du Brexit. Alors, le Brexit arrive. Oui. Alors, il y a différentes interprétations qui ont été proposées. Quelle interprétation proposez-vous du vote en faveur du Brexit? S'agit-il d'un de ces éléments de cette chronique d'une mondialisation en crise ou le dégagez-vous de cette interprétation? C'est pleinement là-dedans, notamment le fait que l'Union européenne, qui est une espèce d'agrégat d'institutions complètement dysfonctionnelles qu'on met ensemble au nom d'un mythe, au nom d'une utopie, qu'on construit dans le dos des peuples, qu'on est en train de mettre en place depuis déjà plusieurs décennies, faisant en sorte que là, nous avons même un des pays qui n'est pas dans l'euro, mais qui est pourtant victime d'un euro qui est complètement, lui aussi, inefficace, qui finalement décide de sortir et de faire bande à part. En espérant d'ailleurs que ça remette peut-être l'ensemble des peuples européens sur le droit chemin. Martin Lemay, alors je vous pose aussi la question, et en ajoutant l'événement mentionné par Simon-Pierre Savard-Tremblay, la crise grecque, mais principalement les deux événements récents qui ont effectivement fait éclater l'industrie du sondage d'une certaine manière, comme si... Et du commentariat, permettez-moi de le souligner. Alors, deux événements, Brexit, Trump, effectivement, tous ceux, les spécialistes de l'interprétation de la chose publique, se retrouvent déculottés, comme s'ils ne parvenaient plus à comprendre un malaise, comme s'ils ne parvenaient pas à fouiller assez en profondeur dans la société pour décrypter le malaise. Comment comprenez-vous ces deux événements récents? Pour moi, c'est assez simple. Je sais que les réalités sont très complexes. Faut aussi insister sur le fait que les résultats électoraux, que ce soit ici en Angleterre ou ailleurs, sont aussi très serrés. Le Brexit, 52-48, ça enlève pas la légitimité du mouvement. Mais pour moi, ça, c'est un constat. Les peuples constatent que derrière la mondialisation se cache une idéologie. Ce qui, au départ, en tout cas, à mon avis, n'a jamais tellement été... C'est une réalité qui n'a jamais vraiment été dite. Derrière la mondialisation se cache et l'effacement des frontières, se cache la volonté de détruire littéralement les États-nations tels qu'on les connaît depuis plus de 300 ans. Même, je dirais même à la rigueur, la destruction de
de la racine des peuples. Donc, on se rend compte que c'est beaucoup plus économique. L'économie est effectivement très importante. C'est un peu le cheval principal. Mais derrière ça, il y a aussi l'idéologie progressiste qui s'est imposée partout en Occident. Et ça, sans débat démocratique, sans que ça ait été dit directement au peuple, sans que ça ait été vraiment proposé. Vous vous retrouvez aujourd'hui, moins aujourd'hui, mais disons hier, parce que les choses vont très vite, avec des partis politiques théoriquement différents les uns des autres, qui ultimement, une fois au gouvernement, font exactement les mêmes choses. En Europe, c'est approfondir l'appartenance à l'Europe et, comme le dit notre collègue, avec ses institutions complètement dysfonctionnelles. Bref, c'est toute une... Vous parlez de révolte, je veux pas qu'on coupe les cheveux en quatre ici aujourd'hui, faire de nous des Jacques Derrida, mais moi j'y vois plutôt une contre-révolution. Parce que depuis 50 ans, on vit la révolution de la mondialisation, la révolution progressiste. Je dis révolution parce que c'est un changement, c'est un souhait, c'est une volonté de changement fondamental de la nature même de l'être humain. Donc, d'après moi, on vit depuis 50 ans dans une révolution. Et ce qu'on voit actuellement, c'est une contre-révolution. Donc, devrons-nous ressortir Chateaubriand de Maistre et Bonal? Je ne sais trop. Mais il reste que j'y vois une contre-offensive, une contre-révolution face à la dernière révolution. Une contre-révolution a normalement un programme. Martin Lemay, si vous deviez identifier les grands éléments de ce programme possible d'une contre-révolution, donc non pas des révoltes, parce que quand j'utilise le mot révolte, je dis qu'il y a quelque chose un peu de spontané, presque à la figure d'une jacquerie. Les peuples se révoltent contre le destin programmé, mais toute la différence entre une jacquerie, une révolution ou une contre-révolution, c'est qu'on ne se contente pas dans un cas de semer la pagaille et le trouble, on veut changer fondamentalement la direction des choses. Quel est ce programme contre-révolutionnaire, pour reprendre vos mots, dans la mondialisation? Ben, en fait, je dirais le terme clé, et là, les progressistes vont évidemment, les cheveux vont leur dresser sur la tête. Pour moi, c'est un retour, presque je vais prendre une analogie encore une fois avec la Révolution française, c'est presque une restauration. Restauration de? Une restauration, du nationalisme. Parce que les peuples, qu'on le veuille ou pas, quand les peuples sont angoissés, quand les peuples se sentent en danger, les peuples se retournent vers où? Vers leurs institutions. Ils ne se retournent pas vers l'Europe, ils se retournent pas vers l'ONU, ils se retournent vers leur institution démocratique. Premier élément. Deuxième élément, c'est une contre-révolution. Et là, je suis conscient de la valeur des mots à ce moment-ci. C'est une contre-révolution conservatrice, soit un retour à ce qu'on pourrait appeler à des valeurs traditionnelles, l'autorité, la loi et l'ordre. On a vu ce que M. François Fillon a proposé en France pour le Parti Les Républicains. Donc, en fait, c'est de dire que les sociétés et les hommes ne sont pas malléables à volonté. Les hommes ont des histoires et les appartenances nationales sont excessivement importantes. C'est pas un phénomène d'oppression individuelle, les appartenances nationales. Ça fait en sorte, justement, de créer une nation. Et la deuxième chose, c'est l'opposition farouche à l'immigration massive. Et le terme massive ici est très important, pas à l'immigration. Vous savez, les gens nous disent on est un peuple d'immigration. Le président américain Barack Obama dit ça souvent. Oui, mais aux États-Unis, à l'heure actuelle, il y a 10 à 15 millions d'immigrants illégaux. Et ça, faut pas oublier ça dans la balance. C'est ça qui fatigue les Américains. C'est pas une immigration contrôlée, bien faite. C'est la même chose en Europe. On a vu depuis 2 ans les centaines de milliers de migrants qui sont arrivés illégalement en Europe. Donc, c'est un peu un retour à une immigration, mais une immigration contrôlée comme cela se faisait avant. Simon-Pierre Savard-Tremblay, partagez-vous cette analyse? Alors, je reprends les mots de Martin Lemay, contre-révolution conservatrice, dimension nationaliste. Est-ce que pour vous, quelque chose comme ça se joue en ce moment, ou est-ce que vous pensez davantage le phénomène en termes économiques? Ben écoutez, justement, c'est ce qui m'a fait tiquer en écoutant Martin, bien que je sois d'accord avec la majeure partie de ce qu'il vient de nous exposer. C'est que quand il nous dit tout ne se résume pas à l'économique, la mondialisation, dans l'esprit de ces turiféraires, se résume à l'économie. C'est de mettre l'économie partout. C'est de tourner l'ensemble des institutions qui étaient vouées à autre chose aux besoins du marché. Donnez quelques exemples. Ben, par exemple, vous savez, ça c'est l'essor, puis Martin nous parlait des équipes de gouvernement qui, l'une après l'autre, se succèdent, finalement tombent dans l'impopularité rapidement, s'avouent incapables finalement de régler les grands problèmes, les grandes crises. C'est aussi parce qu'ils sont impuissants que les États sont devenus des succursales.
que ils sont dans le cadre qu'on appelle la gouvernance, ou aussi l'État compétitif, il y a différentes manières de l'appeler, c'est-à-dire un État où il y a des manuels, il y a d'ailleurs des manuels écrits par les institutions supranationales pour dire si vous voulez vraiment développer votre collectivité, soyez tournés vers les besoins des entreprises. C'est écrit textuellement. Donc, par exemple, l'université qui n'aura plus pour but, ou du moins un but très accessoire de transmettre la culture et qui maintenant va devoir former une main-d'œuvre qualifiée, par exemple, pour ne donner que cet exemple-là. Les marchés publics, les institutions de l'État devront être de plus en plus ouvertes. On doit enfermer les États aussi dans des accords commerciaux de milliers de pages et de milliers de pages qu'on nous présente pourtant comme étant des allègements réglementaires. Aller chercher la logique. Martin avait voulu intervenir. Oui, idéalement même, je pense qu'on sera d'accord là-dessus aussi. Idéalement, dans quelques années, il devrait même plus y avoir d'État. L'abolition des frontières veut ultimement dire l'abolition aussi des États-nations. Ça, c'est pas tout à fait ça. Parce que ça, c'est le mythe derrière. On nous dit l'État-nation est dépassé dans la mondialisation. Mais ce qu'on pourrait appeler une nouvelle question nationale, c'est qu'il y a une nouvelle forme de nationalisme dans le fait que les États se battent pour être bien classés dans les grands classements de ceux qui attirent le plus un capital qui est de plus en plus mobile. Puis là, rendu là, on les évalue. On évalue l'intervention de l'État. Puis si je devais reprendre cette citation de Jean-Claude Michéa, le philosophe français, à l'effet que c'est un État, l'État libéral contemporain, c'est un État qui intervient pour laisser faire. C'est-à-dire que c'est un État qui a encore un très grand rôle à jouer pour être celui qui va le mieux favoriser l'abritement de ce capital-là. Mais c'est un nationalisme contemporain qui est complètement dénaturé de tout, qui n'a plus aucune autre vocation que la concurrence par rapport aux autres. Histoire de bien vous comprendre, Simon Pierre Savard-Tremblay, on pourrait dire que le national... Donc, Martin Lemay vous pose la question, est-ce qu'on ne pose pas une dissolution des États? Vous répondez pas vraiment, en fait. Il y a une forme de néo-nationalisme mondialisé. Mais qui ne veut plus rien dire. Mais qui consiste à dire on va adapter le mieux possible notre société à la mondialisation. Exact. Mais est-ce qu'à terme, est-ce que ça ne pousse pas à une dissolution de caractère historique de chaque société dans la mondialisation? Que reste-t-il de la nation une fois que la nation n'est plus qu'un système d'adaptation aux besoins de l'économie mondialisée? Plus rien du tout. C'est l'effacement des référents. On va continuer à agiter le drapeau, mais un drapeau qui va être complètement vide de sens, qui ne voudra plus rien dire. Martin nous disait, c'est aussi une crise de l'idéologie progressiste. Ça va de soi. L'idéologie progressiste, elle va avec ce capitalisme mondialisé. Parce que pour être complètement total, il faut éliminer les repères traditionnels. Il faut éliminer les institutions traditionnelles sur lesquelles, comme Martin le disait, les gens, lorsqu'ils se sentent laissés à eux-mêmes, se retournent. Par exemple, la famille, le cercle amical, l'État-nation, l'enracinement local dans le village. Tous les référents, finalement, qui sont extrêmement confortables quand on se sent menacé. Il va de soi que pour que la mondialisation économique soit totale, il faut les éliminer à grands coups de balai. Donc, le libéralisme culturel qui est le progressisme, et le compagnon, le frère siamois, et même la condition sine qua non au libéralisme économique. Et ce qui est quand même incroyable, c'est de voir que la plupart des progressistes sont des gens de gauche, qui détestent évidemment les capitalistes, on le sait bien, ça fait partie de leur couleur politique un peu, et c'est de voir cette espèce d'alliance entre le gauchisme et les capitalismes mondialisés. Et ça, c'est vraiment fascinant. Jean-Claude Michéa, qui est un homme de gauche d'ailleurs, a écrit des livres très intéressants là-dessus. Cette espèce d'abandon des classes populaires, des travailleurs, et on l'a vu énormément à l'élection américaine, n'est-ce pas? Oui. Avec ce qu'on appelle là, en anglais, je m'excuse, le Rust Belt qui a voté pour M. Trump. Donc, l'abandon du travailleur pour la nouvelle classe issue de la diversité. Ouais. Ben alors là, vous évoquez une question qui me semble très importante. Vous parliez à votre manière de ce que j'appelle les noces oligarchiques entre la gauche multiculturelle et la droite néolibérale, mais on présente souvent ces crises de la mondialisation comme une révolte contre les élites en général. Mais on peine à définir correctement ce mot élite. C'est-à-dire le mot élite en tant que tel ne saurait être condamné. Toute société a besoin d'élite. Oui. Donc de quelle élite parle-t-on quand on parle de la crise de la mondialisation? Je lance une hypothèse, vous me direz si vous me suivez là-dessus. On parle quelquefois des nouvelles élites mondialisées, ces espèces d'overclass, pour reprendre la formule de Christopher Lasch et d'autres. Martin Lemay, vous nous parlez aussi des nouvelles élites issues de la diversité. Quand on parle des élites contre lesquelles les peuples se révoltent, de quoi parle-t-on? Quelles sont ces élites contre lesquelles il y a révolte? Martin Lemay et ensuite Simon Pierre Savard-Tremblay. Bon, j'ai une définition dans mon esprit qui sera certainement insuffisante, mais je la propose quand même. Pour moi, une élite, c'est un individu ou un groupe d'individus
façonne ou tente de façonner l'opinion publique et qui a les moyens pour le faire. Alors, ce sont les médias, ce sont les universités, les intellectuels, les hommes et les femmes politiques, évidemment, les artistes. Donc, c'est des gens qui ont un accès privilégié à la parole publique et qui tentent de façonner l'opinion publique grâce à cet accès. Pour moi, c'est un peu ça une élite. Et à l'heure actuelle, effectivement, je pense qu'il faut le voir dans tout l'Occident et au Québec, c'est même presque inquiétant. On voit une espèce de mainmise, je dirais, justement de cette élite multiculturelle mondialisée dans à peu près tous les grands médias, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Au Québec, c'est presque une mainmise presque totale, je dirais, surtout l'élite intellectuelle, médiatique, politique, culturelle ici parle presque tous d'une même voix. Donc, c'est un petit peu ça l'élite. Est-ce que c'est donc le rejet de cette élite-là? Oui, et je trouve ça triste parce que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un peuple, quel qu'il soit, a besoin d'une élite éclairée et éclairante. Manifestement, on est obligé de se dire à l'heure actuelle que, pas tous évidemment, mais plusieurs pensent que l'élite actuelle n'est peut-être pas à la hauteur des rendez-vous historiques. Martin Lemay nous propose une définition des élites qui réfère à la capacité de construire l'opinion publique, d'en définir les tabous, d'en définir les interdits, d'en définir les frontières. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous avez tout de suite suggéré tantôt le mot overclass. Oui. Quand on parle des élites mondialisées contre lesquelles il y aurait révolte, pour peu qu'on suive cette hypothèse, comment définiriez-vous ces élites quant à vous? Ben écoutez, l'overclass, pour commencer, vous avez bien fait de dire tout peuple a besoin d'une élite, parce que traditionnellement, une élite, c'était un peu les gens éclairés, c'est-à-dire les gens qui avaient la chance d'avoir été davantage éduqués, qui avait développé, puis on l'a connu, on peut prendre le cas québécois comme exemple, ça peut être une bonne idée. Ceux qui ont fait la Révolution tranquille, je sais que Martin n'est pas très tendre avec cette partie de notre histoire, sauf que ceux qui l'ont fait, il admettra ce bout-là également, c'était des gens extrêmement formés, des gens qui ont versé dans une éducation que très peu de gens à l'époque pouvaient avoir, et qui avaient développé une vision de l'intérêt national. Qu'on soit d'accord ou pas avec les résultats, ou qu'on considère qu'il y a des choses à nuancer là-dedans, c'est une chose, mais c'est néanmoins des gens qui étaient des vraies élites selon la définition que je donnerais de la chose. Ensuite, avec l'État qu'ils avaient construit, ils ont mis sur pied des élites financières, des élites économiques québécoises, à cause des instruments de concertation qu'il y avait. On appelait ça le Québec Inc. Mais regardez ce qui est devenu cette élite québécoise. Dès qu'elle a pu se fondre dans le global, elle l'a fait. Je dis le global délibérément dans la langue globale aujourd'hui. Qui est le dialogue. C'est ça, voilà. Dès qu'elle a pu le faire, elle l'a fait. Par exemple, la classe d'affaires du Québec Inc. a eu besoin du Québec pour monter, pour gravir les échelons. Mais dès que l'ultime promotion sociale, dès que l'ultime stade de son ascension a été de s'émanciper de ce même Québec, elle l'a fait. Regardez, par exemple, la perte des sièges sociaux dans les dernières années, c'est absolument effarant. Puis là, on entend, alors que le discours public est de plus en plus confisqué par cette vision mondialisée-là, on entend de plus en plus le discours à l'effet que c'est bien correct, c'est pas grave de les perdre. La ministre Anglade nous disait c'est une transaction bénéfique pour le Québec en parlant de Rona. Il y a une vague de coupures chez Bombardier, le premier ministre du Québec nous dit, Monsieur Couillard nous dit c'est signe d'une nouvelle phase de croissance. Donc on vit dans une espèce de novlangue mondialisée, une confiscation du vocabulaire comme ça. Puis, par exemple, quand Guy Laliberté, lui, a vendu le Cirque du Soleil, donc passage, encore une fois, d'un de nos fleurons au global, pour donner cet exemple-là, on nous disait, ce sont des fonds privés, il fait ce qu'il veut avec. Mais ce même Guy Laliberté nous disait, en 2007, que sans le gouvernement du Québec, sans les subventions, il n'y aurait jamais eu de Cirque du Soleil. Donc, qu'on nous laisse un peu tranquille avec l'idée des entreprises privées qui naissent d'elles-mêmes. Il n'y a pas d'entreprise privée qui naît sans le soutien des uns et des autres, là. Martin Lemay, vous alliez dire? Oui, j'allais renchérir un petit peu là-dessus. Je suis assez d'accord d'ailleurs avec le portrait qui a été fait. Sinon, pour dire que les gens éclairés qui ont fait la Révolution tranquille ont été formés pendant une soi-disant grande noirceur. Ça, j'ai toujours trouvé ça. Je dis pas que c'est ce que vous avez dit, là. Je dis pas que c'est ce que vous avez dit. Mais ces gens-là ont été formés pendant les années 40 et 50. Mais ça, c'est une bonne, si vous me permettez, Martin, rapidement, justement, c'est un bon exemple. Par exemple, Jacques Parizeau qui a versé dans l'HEC, les hautes études commerciales. Regardez l'évolution de ces grandes écoles-là, de ces grandes instances-là, qui avaient pour but jadis de former des élites à la compréhension
de l'intérêt national. Aujourd'hui, elle ne jure que par le bréviaire du libéralisme mondialisé. C'est un bon exemple. Martin Lemay. Alors, je voulais dire, on parlait, et c'est très profond, là. Moi, je vais même jusqu'à parler la mainmise des élites mondialisées. Moi, je vais même jusqu'à parler de manipulation des esprits. Je donne des exemples ici. Il y a eu un attentat malheureux à San Bernardino, en Californie. Il y a eu ce qui est en début d'année à Cologne. Vous avez vu les médias progressistes littéralement se mobiliser pour tenter d'une part de cacher les faits, littéralement, pendant plusieurs jours, et ensuite pour les amoindrir. Pour détourner l'interprétation. Oui, voilà, exactement. Et ça, c'est pour cacher d'une part que les attentats à San Bernardino avaient été commis par un terroriste islamiste, et même chose à Cologne. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple... Cologne, c'était plutôt les agressions... À Cologne, les agressions sexuelles. C'était pas des attentats, vous avez raison de le souligner, c'était des agressions sexuelles à grande échelle. Par des réfugiés le soir du Nouvel An, à Cologne. Les médias ont tout fait pour cacher ces événements-là et pour les interpréter à leur façon. Deuxième chose, il est arrivé aux États-Unis tout à fait dernièrement, la Caroline du Sud a décidé de légiférer sur les salles de bain. Je m'excuse d'être aussi prosaïque, mais les salles de bain, il y a des salles de bain pour hommes, il y a des salles de bain pour femmes, et là, on voit là tout le débat qui se passe avec ce qu'on appelle les transgenres qui savent pas trop quel. Alors si je parle de ça, mon but, s'il y a des gens en détresse dans notre société, je pense qu'il faut être sensible, il faut l'écouter. Mais là, le président américain, avec le ministère de la Justice, est intervenu pour gérer directement les salles de bain de la Caroline du Nord. Deuxième élément. Troisième élément, ça s'est passé au Canada. Il y a une dame, une musulmane qui a prêté serment voilé. Zunera Ishak. Elle a prêté serment voilé. Quelques jours après, la ministre de la Justice fédérale l'a appelé pour la féliciter de son geste. Alors, le citoyen ordinaire, disons ça, le citoyen moyen, comme nous sommes tous, se dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il faut décortiquer ce qui se cache en arrière de toutes ces tentatives de nous faire avaler les valeurs progressistes, multiculturalistes, la haine de soi, on pourrait en reparler plus longuement. Alors ça va loin, là. C'est évidemment, ça, ce sont des petits chapitres, ce sont des exemples, mais ça, vous mettez ça là à grande échelle, à tous les jours, constamment. Donc, je comprends que le citoyen moyen se demande, lui qui est peut-être sur le chômage, qui travaille 2, 3, 4 emplois pour arriver, et là, voit le président des États-Unis intervenir pour les salles de bain en Caroline, que ce citoyen-là se dise, qu'est-ce qui se passe exactement? À qui dois-je parler pour faire part de mes problèmes? J'aimerais vous ajouter une considération supplémentaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous avez parlé de l'intégration dans les circuits de l'économie mondialisée. Martin Lemay, vous parlez de la dimension culturelle, c'est-à-dire le sentiment de mépris culturel à l'endroit du commun des mortels. Souvent, la vocation qu'ont certaines élites d'étouffer le sens des événements qui ne sont pas en conformité avec une forme de progressisme mondialisé. J'ajoute une dimension, vous me dites ce que vous en pensez, c'est aussi le rapport au territoire et au lieu. C'est-à-dire, il y a d'un côté les élites mondialisées et se présentent comme des élites absolument nomades. Des élites hors sol, des élites qui sont capables de circuler sans être liées véritablement à un territoire, à un pays, sinon à une métropole. Il y a une espèce de nouvelle carte mentale, c'est le circuit des métropoles mondialisées, interconnectées, modernes et branchées, interchangeables et désirables. Et de l'autre côté, vous avez le grand commun de ce qu'on pourrait appeler les indéracinables. C'est-à-dire, ils habitent un lieu, ils ne peuvent pas vraiment se déplacer, ils n'ont pas le capital, soit culturel, soit économique, pour devenir des élites mondialisées qui se déplacent d'un pays à l'autre. Ce ne sont pas des populations remplaçables. Ils habitent en France, ils habitent en Grande-Bretagne, ils habitent en Écosse, ils habitent au Québec, ils habitent au Canada anglais, et ils habitent là. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment de détresse dans la crise de la mondialisation, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas être considérés comme des populations qu'on peut simplement déplacer selon les besoins du capital ou selon les nécessités humanitaires et migratoires, ce sentiment d'enracinement territorial. La détresse dont vous parlez, elle vient de où? Elle vient que ces angoisses presque existentielles ne se résument pas par la politique, par les médias. Donc, ça ajoute... le déni de l'angoisse exacerbe l'angoisse. Exacerbe l'angoisse. Donc, quand ça va pas bien, mais que vous sentez que les hommes et les femmes politiques prennent en considération
vos problèmes. À ce moment-là, ça aide un peu. Mais à l'heure actuelle, tous ces problèmes-là vécus par les gens, appelons-les les enracinés, comme vous dites, sont complètement balayés. Ils n'existent pas dans le domaine public et les partis politiques ne prennent pas compte de ces angoisses-là. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Mais en contrepartie, les élites nomades dont vous avez parlé, elles sont les seules, finalement. Quand on lit textuellement l'image de la mondialisation qu'ils nous font miroiter, ces élites-là sont les seules à la vivre. Elles sont les seules à vivre la mondialisation heureuse. D'un aéroport à l'autre, d'un restaurant de sushi à l'autre. Comme si on traversait la rue. D'être capable de passer de San Francisco à Davos comme si on traversait la rue. Elles sont les seules aussi qui vivent très loin des quartiers industriels attaqués par cette mondialisation-là. Leurs enfants vont dans les écoles privées très loin de la délinquance. Puis dans un tel contexte comme ça, dans un tel cadre, les fameux paradis fiscaux dont on parle, qui ne sont pas une création de la mondialisation, mais elles vont très bien avec parce qu'elles n'en sont pas une anomalie non plus. Parce que quand on regarde ça, les paradis fiscaux, c'est la conséquence logique, je dirais même philosophique de la mondialisation. Parce que pourquoi la fortune devrait s'arrêter là où une frontière se dresse? Ça me semble aller de soi que ce grand rêve de la mondialisation-là, ce sont seulement ses partisans, parce qu'ils en ont les moyens, qui la vivent. Et tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Mais on va quand même nous faire croire que pour les autres dont vous nous parlez, qui restent enracinés, pour qui le territoire est autre chose qu'une simple base d'attraction des capitaux, ou une simple base d'exportation, ou une simple base de réseautage économique, pour eux, c'est la véritable réalité qu'ils vivent au quotidien. Mais on va quand même nous faire croire que eux, les classes moyennes, ou les classes pauvres, vont vivre avec des indicateurs statistiques, encore une fois, complètement fumeux. On va nous faire croire que ces classes-là en bénéficient elles aussi. Martin Lemay. Je renchéris avec l'élection de Donald Trump. Moi, il y a une chose qui m'a profondément marqué parce que c'est une expression très forte, là. Le rêve américain n'existe plus. Et ça, pour moi, c'est très fort, là, qu'aux États-Unis, les gens, on connaît leur optimisme depuis même la fondation du pays des États-Unis, mais que des Américains, que beaucoup d'Américains, des millions d'Américains pensent que le rêve américain n'est pas pour eux, que ça ne leur est pas qu'il n'est pas accessible pour eux. Là, pour moi, là, on revient, bon, c'est des gros termes, mais là, on revient à une révolution. C'est une révolution mentale, ça, pour les États-Unis. Que des gens pensent que le rêve américain, pour eux, ne veut plus rien dire et qu'il leur est inaccessible. Pour moi, c'est un changement fondamental dans la psyché américaine. Mais attention aussi, le slogan de Donald Trump, « Make America Great Again ». Donc, nostalgie pour la puissance perdue, mais pas n'importe quelle puissance. On parle pas ici de la puissance cowboy du début des années 2000. Il n'est pas question du rêve américain qui s'exporte parfois par la force dans le monde entier. Il est question plutôt, quand on regarde le discours de Donald Trump, d'un retour à l'Amérique, qu'on pourrait même dire pré-Deuxième Guerre mondiale. Alors, chers amis, je vous arrête un instant pour passer à la pause et nous revenons pour poursuivre cette passionnante discussion à la vie des idées. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté, nous sommes de retour à la vie des idées pour cette émission consacrée aux révoltes dans la mondialisation. Je reçois aujourd'hui Simon-Pierre Savard-Tremblay, auteur de l'État succursale, un essai à succès paru il y a à peu près un mois, si je ne me trompe pas, exactement, aux éditions VLB, et Martin Lemay qui a publié aussi un livre qui a eu un bon écho à la défense de Duplessis en début d'année, fait un observateur de la vie politique par ailleurs. Alors messieurs, je vous relance autour de la dimension explicitement politique des protestations, des contestations qu'on voit en ce moment. Vous avez chacun évoqué à votre manière depuis tantôt ce qu'on pourrait appeler l'interchangeabilité des partis politiques, c'est-à-dire centre-gauche, centre-droit, gauche-droite, ils portent chacun une étiquette distincte, mais dans les faits, arrivés aux commandes, ils ont tendance à appliquer la même politique. On voit conséquemment émerger, à gauche comme à droite, mais plus à droite qu'à gauche, si on tient à tout prix utiliser ces mots-là, des mouvements dits populistes qui expriment souvent de manière brutale des préoccupations qui ne se réduisent pas à la manière dont on les formule. Disons ça ici. On peut penser UKIP en Grande-Bretagne, mouvement populiste européen. Alors, je vous poserai la question, autour de quels enjeux, selon vous, émergent de tels mouvements, et est-ce qu'on assiste à une recomposition du débat politique aujourd'hui, non plus autour de l'axe gauche-droite, comme on le dit souvent, mais autour d'un nouvel axe politique, de nouveaux enjeux idéologiques
qui prendrait forme dans la mondialisation. Simon-Pierre Savard-Tremblay, ensuite Martin Lemay. Ben écoutez, absolument, à gauche-droite, c'est complètement dépassé, comme vous l'avez dit, ou Martin le disait tout à l'heure, les équipes gouvernementales qui se succèdent, peu importe les étiquettes qu'elles ont dans le front, sont finalement appelées à être finalement choisis lors d'élections qui sont des entretiens d'embauche, mais avec une description de tâches très précise. C'est-à-dire, regardez au Québec... Regardez, puis je peux même vous rajouter que ce sont des gérants au service à la clientèle, finalement, que nous élisons dans ces élections-là. Regardez la dernière élection au Québec, les vraies affaires, le slogan. Autrement dit, on n'est pas là pour s'affronter sur des grandes visions, on est là pour administrer, à la petite semaine. Ça se limite à ça, finalement. Puis évidemment, administrer selon une description très précise aussi, qui va dans le sens des exigences du global en même temps. Alors, c'est un peu, vous venez de décrire, cher ami, le provincialisme. Aussi en même temps. Mais je dirais, d'une certaine façon, on peut dire que l'ensemble des sociétés occidentales sont devenues des Québécois. Avec la nouvelle question. Voilà. Une provincialisation de la vie nationale un peu partout. Ou des succursales, si vous préférez. Pour reprendre le titre d'un essai bien connu. Ben, vous avez aussi parlé de provincialisme, c'est un autre essai bien connu il y a 2 ans. Assez intéressant aussi. Alors, poursuivez. Donc, on dit de nouveaux clivages. Si vous deviez nommer un ou des nouveaux clivages qui émergent et qui ont une portée politique, parce que gauche-droite, manifestement, il dure quand même. Ça correspond à des tendances assez lourdes. Donc, ces nouveaux clivages qui émergeraient, lesquels voyez-vous? Ben, écoutez, c'est entre cette forme de nationalisme, cette forme de patriotisme et de démondialisme. Moi, c'est un mot que j'aime bien. Emprunté à Arnaud Montebourg. À Jacques Sapir. En fait, à la base, c'est Walden Bello, un sociologue qui était jadis altermondialiste, mais qui s'est converti à la démondialisation par la suite, mais popularisé par Jacques Sapir en Europe. Mais donc, ce clivage-là entre démondialisation et mondialisation, il est de plus en plus grand, mais en même temps, quand on regarde les révoltes, comme par exemple aux États-Unis, je crois que les gens se révoltent davantage contre les conséquences que contre les causes. Probablement que dans la tête des gens qui votent, qui sont en colère, on ne se dit pas spécifiquement on vise la mondialisation. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est ça qui est en train de se recomposer. Martin Lemay, les clivages émergents, mondialisation, démondialisation, en voyez-vous d'autres? C'est manifestement, il y a un malaise chez les peuples et les partis politiques traditionnels ont mis des efforts considérables à ne pas entendre, à ne pas voir, à ne pas écouter. Et les peuples, à ce moment-là, ils sont obligés. Quand je dis les peuples, je le disais tantôt, là, tout ça est très serré, tout ça est complexe. Bien sûr. Mais il reste que les peuples sont obligés d'aller où? Vers des gens qui sont sensibles à leurs préoccupations. Et c'est là qu'entrent en scène, oui, des partis populistes, oui, des partis démagogiques, parce que les partis traditionnels ne veulent pas traduire en politique publique les inquiétudes, les angoisses des peuples qu'on parlait tout à l'heure. Écoutez, il y a appelons-le des soulèvements, là. Il y en a en France depuis nombre d'années via le Front National. Il y a l'UKIP en Grande-Bretagne. Il y a des partis en Europe de l'Est, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande. C'est des pays qui ont de longues traditions démocratiques. Ce sont des pays reconnus pour leur social-démocratie. Ce sont pas des gens qui, du jour au lendemain, deviennent des barbares prêts à raser tout, là. Donc, c'est des gens qui sont attachés à leur pays. Donc, que ces gens-là, et c'est un indice de conservatisme aussi, parce que ces gens-là ont décidé de jouer le jeu démocratique. Mais là, devant la surdité des dirigeants politiques, économiques, intellectuels et autres, là, sont obligés de regarder ailleurs. Et c'est là, comme je le disais, que les partis populistes fleurissent dans des pays dont on s'attendait pas normalement à ce que de tels partis apparaissent. Il y a quelque chose aussi qu'il faut préciser, c'est que le clivage, contrairement à ce que les partisans de cette mondialisation-là nous laissent miroiter, le clivage n'est pas entre ouverture au commerce d'une part et protectionnisme, fermeture de l'autre. C'est beaucoup plus complexe. Encore là, c'est une manière de manipuler le vocabulaire, encore là, parce que d'abord, le libre-échange d'aujourd'hui n'est pas celui qui, à bien des égards, est sain et puis est salué par à peu près tout le monde, où on dit, sur certaines marchandises, on abaisse nos droits de douane, puis finalement, le consommateur est gagnant. On n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, les accords de milliers de pages, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des enfermements, ce sont des transformations en profondeur de la vie des États, qui sont obligés de s'en tenir à des systèmes législatifs de plus en plus conformes à un seul et même modèle mondial.
Donc, le clivage n'est pas entre ouverture au commerce qui est sain. Hein. Personne n'est contre l'ouverture au commerce. Tout le monde va considérer que quand il y a quelque chose que vous pouvez pas produire, vous l'achetez à l'étranger. Et puis, s'il y a quelque chose que vous produisez en assez grand nombre, vous l'exportez, puis tout le monde est content. Tout le monde est pour ça. Quand j'entendais, par exemple, le gouvernement Couillard, à propos de la Wallonie, dans la lettre qui avait été envoyée, dire « Ne refusez pas l'ouverture », mais ce n'est pas l'ouverture qui est en question. Les droits de douane sont déjà extrêmement faibles. Ce qui est en question, c'est de pas remodeler le monde entier à travers un enfermement réglementaire pour le seul bénéfice des uns. Martin Lemay, vous allez dire. J'allais dire que je n'étais pas tout à fait d'accord avec mon ami et mon collègue sur la disparition gauche-droite. Oui, parce que oui, c'est une question assez importante. Oui, c'est très important. Ben, c'est encore présent dans la tête de plusieurs. La révolte, à l'heure actuelle, elle est de droite. Alors, Fillon, en France... En Grèce ou les Wallons, c'est plutôt à gauche. Je veux dire, c'est pas... Mais... La révolte à l'heure actuelle, d'après moi, dans plusieurs pays, c'est vrai que dans d'autres, c'est peut-être différent, mais dans plusieurs pays, c'est de droite. On a vu François Fillon, on va voir l'élection générale dans quelques mois, mais il reste que il a résolument un programme de droite. Libéral économiquement, conservateur socialement. La grande tradition catholique. Et là, ce qui est étonnant, c'est que les élites françaises progressistes ont peur du catholicisme, alors que la France, c'est la fille aînée de l'Église. Il y a 2000 ans d'enracinement de l'Église catholique en France, et là, on voit un homme politique qui assume sa religion. Et j'ajouterais qu'il fait pas de zèle, soit dit en passant. Pas du tout. Il ne met pas en avant-scène ses croyances religieuses. Je me demande si M. Fillon aurait été musulman, s'il aurait eu droit aux mêmes accusations. La question se pose. Mais toujours est-il que la plupart des partis populistes sont, disons, au niveau économique, peut-être un petit peu plus à gauche, mais il y a une chose qui est claire pour moi, ce qui rassemble tous ces gens-là, c'est un conservatisme social et identitaire. Donc, de dire que la gauche et la droite n'existent plus, moi, j'ai des sérieuses réserves là-dessus. Mais est-ce que le conservatisme est à droite, puis est-ce que l'interventionnisme étatique est à gauche? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Oui, on pourrait mais je vais vous la poser néanmoins parce que gauche-droite, ce sont des termes, qui en un sens appartiennent à l'histoire politique française, mais qui se sont diffusés partout à travers le monde, qui correspondent à certaines réalités, c'est-à-dire un esprit plus tragique et normalement plus conservateur, une forme d'optimisme et plus progressiste. Est-ce que le mal est dans la structure sociale ou dans le cœur de l'homme? Le rapport à l'héritage, tout ça, ce sont des questions qui témoignent quand même de... Le clivage gauche-droite n'est pas un clivage sans fondement s'il réfère à des conceptions différentes de l'être humain. Mais ce que je vous poserai comme question à partir de là, c'est qu'en reste-t-il du clivage gauche-droite? Vous dites, Martin Lemay, ce sont en ce moment des révoltes de droite, une contre-révolution dite de droite. Il y a plus d'une droite. Il y a la droite libérale, souvent, il y a la droite conservatrice. La droite même néolibérale, on dit quelquefois. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui cette droite dont vous parlez et pourquoi qu'est-ce qui demeure pertinent dans le clivage gauche-droite selon vous dans nos temps mondialisés? En fait, le clivage est surtout, je vous dirais, au niveau culturel. Ouais, un redéplacement des enjeux politiques autour de la culture et de l'identité. Et des identités nationales, les traditions, l'attachement à ces valeurs traditionnelles que sont l'autorité, l'école et tout ça. Bref, ça, pour moi, ça, c'est un retour assez rapide. Moi qui prépare un livre sur le conservatisme à l'heure actuelle, je vous le dis en exclusivité. Et nous vous recevrons pour en parler. Oui, d'accord. Mais il reste que je me vois forcé d'ajouter un chapitre parce que, en tout cas, moi, je le dis en toute modestie, moi, j'ai pas vu venir ça. On sentait qu'il y a quelque chose qui se passait, mais j'ai pas vu venir, moi, cette espèce. Vous savez, que les Britanniques votent pour le Brexit, que les Britanniques qui ont une culture immense, une histoire de plus de près de 2000 ans, craignent pour leur identité nationale. Même chose pour les Français, même chose pour les Américains, même chose pour les Allemands aussi. Et nous, les Québécois, 6,5 millions de francophones en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on n'a plus peur, mais ça, on pourra peut-être y revenir. Mais il reste que ça envoie un message fort, là, que des civilisations aussi fortes, que des peuples qui ont une identité aussi forte que les Anglais, les Français, les Allemands, se révoltent à l'heure actuelle pour protéger leur identité nationale, leurs valeurs, leurs institutions traditionnelles, ça envoie un message très fort au reste de la planète. Simon-Pierre Savard-Tremblay, toujours sur ces clivages gauche-droite, mais un peu autrement. Quand on lit votre livre, L'État succursale,
On sent que vous êtes peut-être, mais vous me corrigerez si je me trompe, à la recherche d'une synthèse. Vous témoignez tantôt de votre malaise par rapport au clivage gauche-droite. Pour vous, c'est un clivage qui semble périmé. On sesse chez vous une volonté de développer, appelons ça une forme de théoriser, une forme, même si c'est implicite, de socialisme conservateur ou une conjugaison pas d'anticapitalisme, mais une forme de critique du capitalisme, mais une critique du capitalisme qui ne s'alimenterait pas au grand canon de la pensée marxiste telle qu'on les a connus normalement. Donc, je vous lis et j'ai l'impression de retrouver un héritier de Christopher Lasch, d'une certaine manière. Je vous lis, peut-être est-ce un héritier de Jacques Sapir, donc, quelle est cette synthèse que vous cherchez que vous nous proposez? Jérôme Blanchet-Gravel, dans une critique qu'il faisait de votre livre récemment, disait Simon-Pierre Savard-Tremblay fait une critique du capitalisme, mais jamais il ne s'alimente en dernière instance à cette espèce d'anticapitalisme programmatique à gauche. Donc, quelle est cette synthèse que vous cherchez à développer et en quoi est-elle adaptée aux besoins politiques et intellectuels de notre temps? Mon Dieu, c'est une grosse question. Je vais commencer peut-être d'abord par me reprendre sur quelque chose que j'ai dit plus tôt. Quand je dis que le clivage gauche-droite est dépassé, c'est que je le crois dépassé. Je crois qu'il ne répond plus à la réalité et aux besoins du temps. Comment le définissez-vous? Quand vous dites qu'il est dépassé, comment définissez-vous ce clivage dépassé? Ben écoutez, d'abord, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je ne veux pas dire qu'il est dépassé dans l'esprit de touche. Je sais que c'est des étiquettes qui ont encore de la valeur pour certains, mais je la conteste néanmoins. Je voulais simplement nuancer ce que j'avais dit là-dessus. C'est plus une étiquette. Ben attention, les gauches et les droites officielles, surtout en Europe, ou même regardez aux États-Unis d'une certaine façon, à partir du moment où la droite s'est convertie à cette idéologie progressiste dont vous parlez, et que la gauche s'est convertie au culte du marché, ça donne des formations absolument interchangeables. Mais, comme vous le dites, ils se sont convertis. Donc, la droite, la gauche, théoriquement, en tout cas, je suis d'accord avec vous, mais théoriquement, demeurent des positions politiques légitimes. Mais si la droite ou le Parti conservateur anglais s'est totalement investi dans le multiculturalisme et dans la mondialisation, il en reste pas moins qu'il reste un conservatisme. Donc, le conservatisme n'a pas disparu parce que les partis conservateurs ont disparu dans la mondialisation. Oui, mais je le classe pas nécessairement à droite, le conservatisme. Le conservatisme, surtout en contexte de mondialisation, c'est finalement protéger nos repères, protéger ce que nous avons, protéger nos acquis. Puis protéger nos acquis, c'est quelque chose qu'on entend souvent à gauche. Mais donc, expliquez-moi quelque chose. Oui. J'essaie de vous comprendre. Oui, vous m'avez demandé ma synthèse. Oui, parce que non, mais avant ça, c'est-à-dire, vous dites la gauche et la droite sont dépassées. Oui. Bon, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est dépassé? Que mettez-vous derrière les mots gauche et droite pour dire ça, c'est dépassé? En quoi le clivage gauche-droite est-il dépassé? Cette idée qu'il y ait, d'un côté, des partisans du libre marché et de l'autre, les partisans de la social-démocratie. Donc, pour vous, c'est ça. Clivage gauche-droite, c'est droite néolibérale et social-démocratie. Pas seulement. Parce que il y a aussi l'aspect dont Martin parle, le progressisme, ce qu'on pourrait dire sociétal. Qu'on nous dise qu'à gauche, il s'y trouve et qu'à droite, il ne s'y trouve pas, c'est faux aussi. Parce que le marché est devenu des deux côtés, le progressisme sociétal est rendu des deux côtés aussi. Donc c'est en ce sens-là que je vous dis qu'il est dépassé. D'accord. Donc quoi qu'il en soit, maintenant, on est à votre synthèse. C'est plus clair, là? Qu'est-ce que le SPStisme? On dit, si vous voulez, on fera une émission spéciale sur le SPStisme. Dans une trentaine d'années, au moment où vous aurez des héritiers. Et que j'aurai écrit mes mémoires, ça. Allez-y, le SPStisme. Alors, écoutez, vous l'avez un peu dit, vous avez parlé de Christopher Lasch, je m'en réclame, vous pourriez parler de George Orwell aussi, de penseurs comme ça qui se réclament un socialisme qui n'est pas, comme on l'a appelé, un socialisme scientifique. Autrement dit, qu'on croit à l'organisation scientifique du monde qui a donné finalement des bureaucraties qui planifiaient, qui détruisaient les mondes anciens, sans compter le nombre de morts et de famines qui sont venus avec, et d'exécutions et de camps de travaux forcés, et tout ce que vous voulez sur le bilan du communisme que Martin a déjà fait dans une petite plaquette qui était son premier livre, si je me trompe pas. L'être un jeune gauchiste. Donc, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans l'idée, puis d'ailleurs, qui n'est pas une négation de l'entreprise privée, d'ailleurs, dans ce socialisme qu'on pourrait dire originel-là. Pardonnez-moi, Simon-Pierre Savard-Tremblay, êtes-vous socialiste? Non. Écoutez, je n'utilise pas l'étiquette pour cette unique raison que c'est une étiquette qui a été complètement dévoyée. Ouais. Donc, je ferai pas plaisir à mes adversaires en disant que je prends cette étiquette. Mais vous trouvez dans le socialisme originel une forme d'intuition qui mérite d'être découverte. Mais quand on dit originel, c'est quelque chose de très, très raisonnable comme projet. C'est un projet de transformation, mais qui prend quand même appui sur le peuple réel tel qu'il l'est. George Orwell parlait d'anarchisme Tory, même s'il était pas vraiment anarchiste, donc d'anarchisme conservateur.
même s'il était pas vraiment anarchiste, il y avait une part de provocation là-dedans. Sauf qu'il y a chez ces penseurs-là l'idée qu'il faut concilier le peuple réel avec ses valeurs, avec ses repères, avec sa culture, avec un projet quand même de transformation plus égal des rapports sociaux. Martin Lemay, je me permets de vous... Qu'est-ce que vous inspire ce propos de Simon-Pierre Savard-Tremblay? Il y a actuellement, Martin, une caste à Wall Street qui est beaucoup trop puissante, qui mériterait d'être domestiquée, qui mériterait d'être à bien des égards mise au pas. Ça me semble être très très raisonnable. Ça me semble être une transformation d'un rapport social. Puis c'est pas un caprice, ça là. Martin Lemay, j'ai jamais dit que c'était un caprice. Écoute, les 4 plus grandes banques aujourd'hui aux États-Unis sont plus puissantes avant même que la crise de 2008. On s'entend. Je passe la parole à Martin Lemay. Alors, non, c'est quand j'entends transformation sociale, ça me fait peur. Pourquoi? Ça me fait peur parce que c'est justement ce qui a été essayé dans le passé. Je ne dis pas que Simon-Pierre est un totalitarisme. Oui, mais ça, c'était justement le socialiste qui se prétendait scientifique. Ouais, attends, à la fois. Regardez, comment ça se fait que le socialisme a donné la même chose partout? Ça veut dire la dictature, le totalitarisme, le meurtre de masse. Les qualificatifs nous manquent. Donc, partout où il s'est instauré, ça a été partout la même chose. Donc, moi, je crois que le socialisme, à sa face même, est dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce que il est entre des mains d'un être imparfait, l'homme. Et l'homme, quelquefois, pour arriver à ses fins, désirera prendre des décisions qui sont pas pour le bien public. Donc, malheureusement, moi, j'ai perdu confiance donc, dès que j'entends transformation sociale et tout ça, je crains un peu parce que je sais que ça part d'une idée généreuse. Je suis conscient de ça, mais les socialistes russes partaient aussi d'une idée généreuse. Les socialistes allemands aussi. Peut-être que le désaccord entre vous deux en ce moment, c'est sur la notion même de transformation sociale. Oui, parce que je suis totalement d'accord avec tout ce que Martin vient de dire. Je suis d'accord qu'à partir du moment où on se croit, puis d'ailleurs c'est le cas des économistes libéraux, précisons-le aussi, quand on se croit... Oui, l'étrange parenté d'esprit quelquefois de marxistes et libéraux. Exact. Quand on se croit en possession de la science, donc on croit qu'en installant un système par en haut, qu'on va être capable de transformer la société qui, elle, est en bas, ça donne les catastrophes dont Martin fait état. Mais quand je parle de transformer, le politique, vous le savez, vous avez été en politique, mais le politique, c'est un lieu de transformation aussi. On est là pour changer, améliorer du moins le monde dans lequel nous vivons. Puis c'est simplement ça l'esprit des penseurs à la Orwell, ou même d'un mouvement, avant que le terme ne soit travesti, ceux qu'on appelait les populistes aux États-Unis, c'est un mouvement de défense des ouvriers qui voulait une descente, qui voulait que des conditions de vie descendent pour tous. Ça me semble pas être excessif, ça, vu comme ça. Il y a une chose probablement sur laquelle oui, l'être humain est imparfait, mais il y a quand même un certain bon sens populaire sur lequel il faut s'appuyer. Ce que les socialistes au 20e siècle n'ont pas fait, justement. Ils ont plutôt décidé d'écraser ce bon sens populaire-là, se croyant, eux, investis d'une mission qui était presque divine. Regardez, le progressisme tente exactement de faire la même chose. Il tente de dénaturer l'homme, de lui couper ses racines, et ça dans une perspective de le rendre libre. N'est-ce pas, qu'il se sépare des traditions, même à la rigueur de son propre sexe, pour qu'il soit totalement libre et sans tabou et rien. Et ce qui était quand même intéressant, c'est que j'ai lu aussi, c'est que il y a une personne qui a réussi ça, qui a rejeté toutes les valeurs traditionnelles et tout ça, et c'est Donald Trump aux États-Unis. C'est Donald Trump est la créature parfaite du monde progressiste. Il est enraciné aux États-Unis, il faut dire, par exemple. Il est américain, il en est fier, mais pour le reste, c'est un homme qui a rejeté toutes les valeurs traditionnelles, comme le progressisme nous demande de faire. Qui joue la caricature d'époque aussi. Mais chers amis, il nous reste moins d'une dizaine de minutes, en fait 7 minutes, je crois, si je ne me trompe pas. J'aimerais vous poser 2 dernières questions qui me semblent très importantes. Je les lance comme ça et ensuite vous répondez librement. La première... le mot transformation sociale nous a peut-être mis sur une mauvaise piste. Moi, je vous soumets une hypothèse, c'est que pendant longtemps, on a demandé aux politiques de transformer nos vies. Et se pourrait-il qu'aujourd'hui, on redemande aux politiques plutôt de protéger nos vies? C'est-à-dire non pas construire un monde nouveau, ce dont nous nous méfions, mais protéger ce qui doit être protégé. Première question qui vous est posée. Deuxième question...
qui est peut-être tout aussi importante. Je constate que le politique redevient passionnel dans la mesure où il s'investit dans jeux qui ne sont pas qu'économiques, bien que l'économique soit fondamental évidemment. Il s'investit dans jeux identitaires, anthropologiques, culturels, symboliques. D'ailleurs, le très beau livre récent de Patrick Buisson, La cause du peuple, en donne un bon exemple, c'est-à-dire cette mutation des enjeux au cœur du politique. Alors, je vous lance ces deux questions. La première, est-ce que nous sommes passés d'un politique où la demande du peuple n'est plus une demande de transformation, mais de protection? Et la deuxième, est-ce que ces enjeux qui ne sont pas que techniques ou gestionnaires ou économiques sont en train de refaire de la politique une activité existentielle? Martin Lemay et ensuite Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ben, je crois que oui. Les gens exigent pas tant d'interdire les boissons gazeuses qui seraient nocives pour la santé que de se protéger. Et là, évidemment, je suis conscient que je caricature, mais à peine dans le fond. Les gens demandent à être protégés du terrorisme islamique. Et non pas des boissons gazeuses, et non pas de toutes sortes d'autres choses. Donc, il y a cette espèce de difficulté-là aussi à suivre les débats publics. Que, d'une part, nous, on sait ce qui est bon pour vous, puis on va vous l'imposer. Et d'autre part, cette espèce d'amateurisme quand il s'agit justement de protéger la société. Et quand je dis protéger la société, c'est aussi, à l'école, un apprentissage plus traditionnel de la langue, des mathématiques, de l'histoire. Donc, la protection dont vous parlez, c'est la protection traditionnelle, la police, les forces de l'ordre, mais la protection de la culture, protection d'un univers symbolique. Protection d'un univers symbolique, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Et je crois que quand on parle d'une politique identitaire, d'après moi, ça se ramène souvent à ça. La protection des identités des peuples, et cette protection-là est associée à la fierté aussi d'être ce que nous sommes tous comme peuple. Après 50 ans de rejet des valeurs occidentales, je crois que les peuples maintenant demandent, plusieurs en tout cas demandent à ce qu'on revienne à cette protection-là, à cette défense-là. L'autre chose est là, peut-être qu'on sera d'accord aussi au niveau peut-être économique. Une chose que je trouve essentielle, c'est le passage du capitalisme, je sais pas comment en termes, mais du capitalisme qui construit des choses et le capitalisme financier. Oui. Avant, une compagnie avait un actif de 9 milliards, mais elle faisait travailler 1000, 2000, 3000 personnes. Aujourd'hui, une compagnie a un actif de 9 milliards et ils sont 10 à gérer ces 9 milliards-là qui sont placés un petit peu partout. Donc, la mondialisation a été aussi l'imposition du capitalisme financier qui, lui, dans le fond, ne construit des choses, mais indirectement. Et j'ai hâte de voir le nouveau président des États-Unis si il a dénoncé ça tout le long de sa campagne. J'ai hâte de voir s'il va prendre des positions politiques et des positions législatives très claires à cet égard. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ben alors sur justement cette mutation du capitalisme dont Martin nous parle, quand on lit aujourd'hui l'OCDE définir ce qu'est qu'un investissement, c'est défini simplement comme une part d'action qui est possédée à l'étranger. Ça veut dire que ça ne veut plus dire vous allez développer un territoire. Ça ne veut plus dire vous envoyez vos hommes, vous défrichez un terrain, vous construisez quelque chose là-bas. Ça veut dire tout simplement une transaction réglée en fin d'après-midi qui peut parfois coûter des emplois, coûter des vies comme ça, avec tous les coûts sociaux qui viennent avec, puis mener au chômage. Mais ce nouveau capitalisme financier-là, il est qui d'ailleurs incarne ce sans-frontiérisme-là qui est érigé en religion mondiale officielle. Mais ce nouveau capitalisme financier-là, faut se rappeler, quand il est apparu à des 70 et surtout 80, c'était parce que le capitalisme, qu'on pourrait dire industriel, plus traditionnel, se cherchait des voies de sortie, ne savait plus comment se réinventer. Donc, ils ont pris cette voie-là. Donc, cette voie-là a été prise aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est totalisant, puis je pourrais même dire totalitaire, l'emprise du monde bancaire et financier sur le monde, sur les décisions des uns et des autres, c'est rendu absolument scandaleux. Puis ça, là-dessus, Martin nous parlait du nouveau président américain. Sur le commerce international, oui, il a des propositions intéressantes qui vont être à suivre. Sur la haute finance, il a eu quelques propositions du temps des primaires, mais qu'il n'a pas reprises par la suite. Puis ça, malheureusement, c'est dommage, et c'est plus inquiétant là-dessus. Puis... il nous reste 3 minutes, environ 2 minutes, 2 minutes en fait. Et un dernier mot sur une question qui me semble très importante. On
on a vécu peut-être depuis 20 ans, non seulement sous le signe de la mondialisation heureuse, du moins c'est ce qu'on voulait nous dire, 25 ans, mais aussi d'une politique gestionnaire, c'est-à-dire une politique qui devait fonctionner à bas niveau existentiel, une politique qui ne devait pas solliciter l'âme humaine, qui devait dissoudre de manière comptable le bien commun. Est-ce que nous sortons aujourd'hui de cette politique gestionnaire ou est-elle appelée à reprendre ses droits parce que c'est elle qui conserve néanmoins le plus de pouvoir symbolique, économique et ainsi de suite? Martin Lemay et Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je dirais oui, on peut le lire et l'entendre dans les discours des hommes et des femmes politiques, mais sauf au Québec. Parce que au Québec, il y a les références au passé. Les vraies affaires. Oui, mais c'est plus que ça. C'est les vraies affaires, c'est vrai. La théorie des vraies affaires, mais les références au passé. Un politicien qui aujourd'hui parle d'Honoré Mercier, de Maurice Duplessis et quelques autres premiers ministres, je veux dire, il va perdre la salle là, parce que plus personne qui sait de quoi on parle exactement. Donc, malheureusement, je suis obligé de dire en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis, ça fonctionne. Et je crois qu'il va y avoir un retour. Mais au Québec, ce retour-là est impossible parce que c'est ma critique principale de la Révolution tranquille. Quand on efface tout ce qui s'est passé avant, on arrive à cette situation où le passé ne veut plus rien dire pour personne. Il nous reste une minute, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Question sur le Québec, finalement. Oui. Est-ce que le Québec lui-même peut connaître cette révolte dans la mondialisation ou est-ce inimaginable? C'est très pensable. C'est même, à mon avis, ça va devenir, quoi qu'il arrive, éventuellement. Le Québec, on est toujours un peu en retard, mais quand on saute dans le train va toujours plus vite qu'ailleurs. Sauf que ça rend plus difficile les grands projets qui pourraient renverser cette vision strictement gestionnaire de la chose, mais on pourrait aussi au Québec contribuer modestement à un changement dans le monde entier, puis ça serait par notre indépendance. Eh ben, sur ces paroles qui ne sont certainement pas décourageantes, je vous remercie, chers amis, de votre passage aussi aujourd'hui à la Vie des idées. Martin Lemay, Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est un grand plaisir, chers amis. Merci. Merci.